Bonjour les smart. Nous voici pour la deuxième partie de notre série de vidéos sur comment construire des habitudes productives et abandonner les mauvaises. Dans la première partie, nous avons vu ensemble pourquoi notre cerveau crée des habitudes, comment des petites habitudes productives peuvent donner des résultats remarquables combinés ensemble et comment les habitudes se forment-elles. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en description. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les 4 lois du changement des habitudes élaborées par James Clear dans son ouvrage Atomic Habits. C'est parti. Les 4 lois du changement des habitudes se basent sur les 4 phases ou les 4 étapes des habitudes. La première loi consiste à rendre le ciel évident. La deuxième loi, rendre la vie attrayante. Troisième loi, rendre la réponse facile. Quatrième et dernière loi, rendre la récompense satisfaisante. Ces 4 lois créent un cadre qui facilite la création de toute nouvelle habitude. Mais il existe également les opposés si on veut quitter une mauvaise habitude. Et elles se présentent comme telles. Rendre le ciel invisible, rendre la vie non attrayante, rendre la réponse difficile et rendre la récompense insatisfaisante. Ces 4 lois s'appliquent peu importe les domaines dans lesquels vous vous trouvez. Du sport à la politique, de l'art à la médecine, etc. Et elle s'applique peu importe l'objectif que vous fixez. Maintenant, allons voir ces 4 lois une par une. Première loi, rendre le ciel évident. Une femme qui travaille comme ambulancière devrait un jour se rendre à une réunion familiale pour rencontrer sa belle famille. À peine arrivée, elle jeta un œil sur son beau-père et dit avec inquiétude: « Je n'aime pas la façon dont vous avez l'air. » Le beau-père ria et répondit d'un air amusant: « Moi aussi, je n'aime pas la façon dont vous avez l'air. » Mais la femme a insisté et dit: « Vous devez vous rendre tout de suite à l'hôpital. » Quelques heures plus tard, l'homme se retrouvait en salle d'opération pour un blocage dans une de ses artères majeures et qui risquait de provoquer un arrêt cardiaque. Sans l'intuition de la belle-fille, l'homme aurait pu mourir. Ce que la femme a vu ne saurait être expliqué clairement, mais après des années d'expérience dans le service d'urgence, d'un seul regard, elle pouvait voir si un patient nécessitait des soins d'urgence ou non. Il est dit que des militaires peuvent différencier sur un radar un missile ennemi d'un engin de leur propre flotte, et ceci même s'ils apparaissent de la même façon sur l'écran, déplacent à la même vitesse et sont aux mêmes altitudes. Lorsque nous faisons une activité de manière répétée, notre cerveau commence à identifier les choses significatives, remarque les signaux pertinents et les catalogues pour des utilisations futures. Avec de la pratique, nous finissons donc par interpréter tels signaux qui fourniront tel résultat sans avoir à penser consciemment. Et c'est très révélateur sur les habitudes. Nous n'avons pas besoin d'être conscients des signaux pour que les habitudes se forment. Nous pouvons observer une opportunité et prendre des actions adéquates sans avoir besoin d'être conscients. C'est ce qui rend les habitudes très utiles, mais aussi très dangereuses. Car au fil du temps, les signaux qui déclenchent nos habitudes deviennent si communs qu'ils deviennent pratiquement invisibles. Et nos réponses à ces signaux deviennent tellement liées que lorsque nous posons une action en lien avec ces signaux, nous avons l'impression que l'envie d'agir est venue de nulle part. Voilà pourquoi le principe clé pour changer une habitude, construire de bonnes ou abandonner la mauvaise, consiste à rendre cette action consciente et les signaux évidents. Pour rendre les signaux évidents, James propose d'utiliser un carnet de bord pour les habitudes, appelé The Habit Scorecard, et utiliser une méthode appelée Pointing and Coding, ce qui veut dire pointer et appeler. Et il s'agit d'identifier chaque habitude et les nommer à haute voix. Cette méthode est efficace parce qu'elle amène à un niveau conscient les habitudes qui dirigent automatiquement notre vie sans qu'on n'en soit même pas conscient. Voici un exercice qu'on peut faire pour créer notre carnet de bord des habitudes. Commencez par identifier et repérer toutes les choses qu'on fait dans nos habitudes quotidiennes. De les noter dans un petit carnet. Une fois que votre liste est complète, prenez chaque habitude séparément et demandez-vous: est-ce une bonne habitude ou une mauvaise ou une habitude neutre? Si c'est une bonne habitude, on met un C+. Si c'est une mauvaise, on met un C-. Et si c'est neutre, on met un C égal. Le symbole que vous attribuez à chaque habitude dépend entièrement de vous et révèle votre situation et vos objectifs. Une habitude peut être bonne pour vous, mais jugée mauvaise par quelqu'un d'autre. Pour juger une habitude bonne ou mauvaise,
il faut vous demander quel bénéfice net que cette habitude peut vous apporter sur le long terme. Par exemple, si vous fumez, cela vous aide à vous relaxer à chaque fois que vous le faites. Ça, c'est le bénéfice immédiat. Mais demandez-vous quel bénéfice net que cela peut vous apporter sur le long terme, entre se sentir relaxé maintenant et les impacts que cela peut avoir sur votre santé plus tard. Une réponse honnête à vous-même vous permettra de catégoriser cette habitude en bonne ou mauvaise. Vous pouvez également vous demander, est-ce que cette habitude m'aide à devenir le genre de personne que je souhaite devenir? Si vous passez régulièrement du temps sur votre téléphone et sur les réseaux, alors que vous souhaitez devenir quelqu'un qui est productif et créatif, alors la réponse à cette question peut vous aider à catégoriser cette habitude. Ce qui est important pendant cette étape de créer le cahier de bord des habitudes, c'est qu'il ne faut pas vous blâmer si vous avez beaucoup de mauvaises habitudes, ni vous remplir de l'éloge si vous avez beaucoup de bonnes, mais il faut être conscient de l'état de vos habitudes. Et c'est la première étape dans tout changement d'habitude. Rendez-la d'abord consciente. Quel est le meilleur moyen de commencer une habitude? James Clear mentionne une étude réalisée en Angleterre où l'on prenait environ 58 personnes comme participants sur une expérience sur l'importance de l'exercice physique. Les participants furent divisés en 3 groupes. La mission du premier groupe est de noter combien de fois ils effectueraient des exercices. Pour le deuxième groupe, on les motivait sur l'importance d'effectuer des exercices et comment ils peuvent les aider à combattre des risques de maladies cardiaques. Avec le troisième groupe, on faisait les mêmes exercices de motivation que le deuxième, mais on les a demandé de faire un plan dans lequel ils devraient noter le où et le quand de chaque exercice pour la semaine à venir. Le plan exigé devrait se présenter comme suit. Durant la semaine à venir, j'effectuerai au moins 20 minutes d'exercice vigoureux. Le jour à heure, à place. À la fin de l'expérience, les résultats ont montré que seulement 35 et 38% des personnes, respectivement dans le premier et le deuxième groupe, ont exercé au moins une fois par semaine. La motivation insufflée au deuxième groupe n'a pas fait de grande différence par rapport au premier groupe. Mais 91% des personnes du troisième groupe ont exercé au moins une fois par semaine. Cette grande différence observée dans le troisième groupe est due à la présence d'un plan. Et les chercheurs appellent ce plan mis en œuvre par le troisième groupe l'intention de mise en œuvre. Il s'agit d'un plan dans lequel vous inscrivez le lieu et l'heure auquel vous allez faire une action particulière. C'est un moyen efficace de mettre en œuvre une habitude particulière ou une nouvelle. Les signaux qui déclenchent une habitude sont divers, mais les 2 signaux les plus communs de toute habitude sont le temps et l'espace. L'intention de mise en œuvre utilise ces 2 signaux et donne une spécificité à votre plan. Les gens disent souvent « Je vais commencer par manger plus sainement » ou « Je vais écrire davantage maintenant », mais ils ne précisent jamais où et quand ils vont le faire. Ils laissent cela à la chance ou à l'espoir qu'ils le feront, mais ne prennent pas les choses en main pour les faire concrètement. Certaines fois, on pense qu'on manque de motivation, mais ce qu'on manque en réalité, c'est de la clarté. Lorsqu'on précise à l'avance où et quand on va faire quelque chose, on n'attend pas de la motivation pour agir. Le moment désigné est arrivé, alors on passe juste à l'action. Voici comment utiliser la méthode d'intention de mise en œuvre. Je vais, action, le temps, à, espace. Voici quelques exemples. Vous voulez étudier? Alors dressez un plan d'intention de mise en œuvre comme suit. Je vais étudier l'espagnol pendant 20 minutes à 6 p.m. dans ma chambre. Vous voulez méditer? Dressez ce plan comme suit. Je vais méditer pendant 1 minute à 7 a.m. dans la cuisine. Vous voulez faire de l'exercice? Je vais exercer pendant 1 heure à 5 p.m. dans la salle de sport tout près de la rue. Ce sont des exemples dont vous pouvez compléter selon vos objectifs. Une autre chose très importante de l'intention de mise en œuvre, c'est qu'il vous permet de dire non aux distractions et autres choses pouvant vous détourner de vos progrès. Lorsque nous n'avons pas un plan spécifique, il devient plus facile de se laisser aller à des petites choses distrayantes. Donnez à vos habitudes un espace et un temps pour exister dans le monde. Ainsi, le temps et l'espace deviendront des signaux si évidents qu'avec le temps, vous sentirez le besoin de faire cette chose immédiatement à l'heure habituelle se pointe. Deuxième loi, rends-la attrayante. Si nous observons notre monde d'aujourd'hui, nous constaterons comment les industries dépensent beaucoup d'argent pour nous épater avec des produits qui excitent nos sens d'une façon inexplicable. Les aliments ont des saveurs variées et captivantes les unes que les autres, mieux que ce qu'on peut trouver dans la nature.
Les mannequins ont des seins proéminents et des hanches exagérées. Tout ceci sont des stimuli paranormaux qui nous captivent et nous attirent. Le principe est simple. Plus l'opportunité est attrayante, plus elle a des chances de devenir une habitude. Et voilà comment nous développons des habitudes à surconsommer. Ce qui parfois même nuit à notre santé ou nous pousse à faire des achats plus que nécessaire. En tout cas, le principe fonctionne. Et comment peut-on appliquer ce principe en avantage? Pour cela, l'auteur propose une stratégie qu'on appelle regroupement de tentation. Qu'est-ce que c'est? Le regroupement de tentation consiste à lier ce qu'on veut faire avec ce qu'on doit faire. C'est une stratégie très utilisée par les grands entrepreneurs et les grandes entreprises. La société de diffusion américaine ABC a mis en place une telle stratégie pendant la période 2014-2015. ABC diffusait des séries télévisées telles Grey's Anatomy, Scandal, tous les jeudis. Ils l'ont baptisé TGIT, Thank God It's Thursday. À travers ce show, ABC encourageait les téléspectateurs à préparer du popcorn et boire du vin en regardant ce show, histoire de la détendre. Par cette stratégie, ABC liait ce qu'il veut que les spectateurs fassent, garder le show, avec ce que les téléspectateurs voulaient, se détendre. Au fil du temps, les gens connectaient ensemble le fait de regarder ABC avec le fait de se détendre et de se divertir. Vous pouvez utiliser cette stratégie avec les habitudes que vous voulez développer. Il est plus facile de développer une habitude en la liant avec une autre habitude que vous aimez. Voici quelques manières de comment on peut effectuer le regroupement de tentation. Par exemple, vous aimez lire le journal le matin et vous aimeriez développer plus de gratitude. Alors, avant de lire le journal, dites quelque chose pour lesquels vous vous sentez reconnaissant de la journée d'hier. Vous aimez regarder le sport, mais vous devez passer des appels de prospection. Alors, appliquez ce plan. Après avoir pris mon petit déjeuner, je passerai 3 appels de prospection. Après ces 3 appels, je vais sur ESPN. Ainsi, vous liez ce que vous devez faire avec ce que vous aimez faire. Si vous comprenez ceci, vous pouvez alors appliquer l'inverse de la deuxième loi pour changer une mauvaise habitude. Si une bonne habitude doit devenir attrayante, alors vous devez rendre la mauvaise habitude déplaisante. Pour enrayer une mauvaise habitude ou pour faire face aux habitudes intrinsèquement difficiles, nous pouvons juste faire un changement de perspective pour rendre l'alternative plus attrayante, en soulignant les côtés positifs de l'expérience. Voici quelques exemples. Exercice. Au lieu de voir l'exercice comme quelque chose de fatigant, vous pouvez souligner que c'est un moyen de devenir plus rapide et endurant. Finance. Économiser peut être interprété comme quelque chose qui demande de sacrifice, mais vous pouvez l'associer à quelque chose qui vous donnera de la liberté et d'augmenter vos futurs moyens. Méditation. Méditer peut sembler difficile sans compter si vous êtes régulièrement interrompu et distrait. Alors, voyez chaque distraction comme un moyen de retourner vers votre respiration. La distraction est nécessaire pour méditer. Ces petits changements dans le mental ne sont pas de la magie, mais ils vous aident à changer les envies et les sensations que vous avez associées à chaque habitude ou situation. Troisième loi de changement des habitudes, rend-la facile. La troisième loi pour construire une bonne habitude est de rendre cette habitude facile. L'une des choses pouvant rendre une habitude facile, c'est de la répétition de l'action. Le professeur Jerry Walsman de l'Université de Florida a mené une expérience avec ses étudiants dans sa classe de photographie. Il a divisé la classe en 2 groupes. Le premier groupe est appelé le groupe quantitatif. À la fin du cours, ce groupe sera jugé sur le nombre de photos qu'ils ont pris. Le deuxième groupe, dénommé groupe qualitatif, présentera une seule photo et sera jugé sur la qualité de celle-ci. À la fin du cours, les meilleures photos sont toutes issues du groupe quantitatif, ce qui est sans étonnement. En réalité, le groupe qualitatif n'était pas moins travailleur que le groupe quantitatif, mais il se focalisait sur des théories pour obtenir une bonne photo. Ce groupe était en mouvement, mais il ne posait pas d'action. Contrairement au groupe quantitatif, en prenant beaucoup de photos, ils ont fini par découvrir les différentes combinaisons de lumière et d'ombre qui fonctionnaient et donnaient des meilleures photos. Ils étaient en action. James Clear met en lumière la différence qui existe entre être en mouvement et être en action.
Être en mouvement se réfère à quand on réfléchit sur une problématique pour définir une stratégie ou trouver une solution. C'est bien, mais cela ne produira aucun résultat. En revanche, être en action consiste à poser un comportement qui amène des résultats. Être en mouvement nous donne l'impression que nous faisons du progrès sans courir aucun risque d'échouer. Si vous réfléchissez pendant 30 minutes à 20 idées d'articles que vous voulez écrire, vous sentirez que c'est bien et que vous êtes sur la bonne voie. Mais n'empêche, à la fin de ces 30 minutes, aucun article n'a pas été écrit. Cependant, si vous vous asseyez et écrivez un seul article pendant ces 30 minutes, vous aurez un article écrit et ça, c'est du résultat. C'est cela qui a fait la différence entre les deux groupes. L'un cherchait la perfection et était en mouvement, mais l'autre posait des actions de manière répétitive. Pour développer une habitude, l'objectif est la répétition et non la perfection. Et comment rendre l'habitude plus facile? Pour rendre plus facile l'habitude que nous voulons développer, il faut comprendre comment nous fonctionnons. La sagesse conventionnelle veut qu'avec la motivation, nous pouvons réaliser de grandes choses et changer ou développer les habitudes sans difficulté. Mais la vérité, selon James Clear, notre vraie motivation, c'est d'être paresseux. Et cela est une stratégie assez intelligente. Entre plusieurs options, notre tendance naturelle sera de choisir l'option qui donne plus de résultats avec le moins d'efforts. Plus l'action demande d'efforts, moins elle sera encline d'être réalisée. Si vous vous observez, vous verrez que les habitudes qui remplissent votre vie sont celles qui généralement demandent moins d'efforts. Scroller sur votre téléphone, surfer sur les réseaux, regarder la télévision, ces habitudes consomment beaucoup de notre temps parce qu'elles ne demandent presque rien en effort pour les accomplir. Moins l'habitude pose de friction, plus facile elle est pour s'accomplir. Alors, l'idée derrière la loi consistant à rendre facile l'habitude ne veut pas dire de faire seulement des choses faciles, mais de créer un environnement qui diminue les frictions liées à l'accomplissement de l'habitude. Par exemple, vous voulez manger un petit déjeuner sain tous les matins. Alors, il sera plus facile si vous préparez tous les ingrédients et ustensiles de cuisine depuis de la soirée. Et le matin, vous aurez jusqu'à cuisiner ce petit déjeuner. Vous voulez dessiner davantage? Cela sera plus facile de mettre vos crayons et cahiers de dessin sur votre bureau où ils seront plus faciles d'accès. Vous voulez effectuer des exercices? Cela deviendra plus facile si vous arrangez vos habits de sport, votre valise et votre bouteille d'eau à l'avance. Ce sont des moyens simples qui peuvent réduire les frictions liées à l'accomplissement d'une habitude. Ce même principe peut être réalisé pour inverser cette loi. Si vous voulez changer une mauvaise habitude, vous pouvez réarranger votre environnement pour rendre difficile son accomplissement. Par exemple, vous trouvez que vous regardez trop de la télé, vous pouvez la débrancher à chaque fois que vous avez fini, ce qui demandera un effort en plus la prochaine fois que vous aurez envie de la regarder à nouveau. Si cela ne marche pas, vous pouvez enlever les piles de la télécommande. Ou pour aller plus loin, vous pouvez déplacer la télé dans une autre chambre. Comme ça, vous prendrez la télévision seulement lorsque vous avez quelque chose d'important à regarder. Plus la friction liée à l'habitude, moins il sera possible de l'accomplir. Comment rendre les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises impossibles? Pendant l'été 1830, le célèbre auteur français Victor Hugo faisait face à une échéance presque impossible. En effet, 12 mois plus tôt, l'auteur avait promis à son éditeur un nouveau roman. Mais au lieu de s'y mettre à la tâche, Victor passait son temps à autre chose, entretenir ses visiteurs et repousser indéfiniment l'ouvrage. L'éditeur s'est retrouvé frustré et un peu amer, alors il imposa un délai de 6 mois à l'auteur. Victor Hugo devrait remettre le roman en février 1831. Se retrouvé acculé, l'auteur allait utiliser une stratégie inédite pour battre sa procrastination. Il demanda à son assistant de prendre tous ses vêtements et les fermer dans un grand coffre et lui laisser seulement un grand vieux châle. N'ayant rien à se mettre pour sortir dehors, Victor Hugo n'avait plus le choix que de rester à l'intérieur pour écrire son roman. Il passa l'automne et l'hiver 1830 à écrire. Et 2 semaines avant la date de l'échéance, soit le 14 janvier 1831, le Bossu de Notre-Dame fut publié. Ce que je veux que vous reteniez à propos de ce récit, c'est que quelquefois, notre succès dépend davantage à rendre les mauvaises habitudes difficiles que de rendre les bonnes habitudes faciles. Et c'est ce qui nous amène à l'inversion du troisième loi des habitudes.
rend la mauvaise habitude difficile. La stratégie utilisée par Victor Hugo est connue sous le nom de dispositif d'engagement. Et vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous voulez changer une mauvaise habitude qui vous empêche de faire ou d'accomplir ce que vous voulez. Un dispositif d'engagement est un choix que vous faites au présent et qui détermine vos actions futures. C'est un moyen de consolider vos comportements futurs, de vous lier à de bonnes habitudes et de vous empêcher d'adopter de mauvaises. Et il existe divers moyens de mettre un dispositif d'engagement en place. Si vous mangez trop, vous pouvez acheter des aliments en des proportions plus petites que de les faire en grande quantité. Si vous êtes un parieur convulsif, vous pouvez vous demander de vous inscrire sur la liste noire du casino ou des sites de jeux en ligne, où vous pouvez supprimer vos comptes sur ces sites de jeux. 4 modes de changement d'habitude. Rendre-la satisfaisante. En 1990, le travailleur de santé publique Stephen Luby prit un vol pour Karachi, une ville au Pakistan. Karachi était une ville avec une grande activité économique. Et une grande position démographique. Mais la ville était très insalubre. Le système de gestion des déchets était inexistant. Alors, poussière, immondice et boue furent la norme. Dans un tel environnement, des maladies comme la diarrhée et le vomissement se propageaient largement. Et c'est ce qui expliquait la présence de Luby. Luby et son équipe arrivaient à la conclusion que dans un environnement pareil, la seule pratique de se laver les mains peut faire une grande différence d'amélioration. Mais il découvrit que les habitants savaient déjà qu'il était important de se laver les mains. Mais ils ne le faisaient pas tout simplement. En gros, ils ne pratiquaient pas cette habitude. Alors, Luby et son équipe développaient un savon, le savon Safeguard. Safeguard était un savon de haute gamme. Il moussait facilement et permettait de se savonner les mains avec une mousse abondante. Et il sentait bon, très bon. Instantanément, se laver les mains devenait un peu plus agréable. En quelques mois, les chercheurs ont constaté une amélioration rapide de la santé des enfants du quartier. Le taux de diarrhée a diminué de 52%, celui de pneumonie de 48% et celui d'un pétigo, une infection bactérienne de la peau, de 35%. Et même après le départ de Luby et son équipe, les habitants de Karachi continuent de se laver les mains. C'est un exemple qui met en évidence la 4e loi de l'habitude, rend l'habitude satisfaisante. Nous sommes plus enclins à répéter un comportement lorsque le résultat qu'il produit est satisfaisant. Et inversement, si une expérience n'est pas satisfaisante, notre tendance est de l'éviter. Et c'est de là que vient un problème qui explique pourquoi les bonnes habitudes ne sont pas toujours faciles à mettre en place et les mauvaises plus faciles. Les mauvaises habitudes nous produisent quelque chose de satisfaisant et cela immédiatement. C'est ce qu'on appelle un retour immédiat. Les bonnes habitudes nous donnent quelque chose de satisfaisant également, mais dès ce temps futur, et les mettre en place est souvent frustrant au début. C'est ce qu'on appelle des retours différés. Et notre cerveau n'a pas été conçu pour chasser les actions à retours différés. Nous voulons la récompense immédiate. Et ce qui est rationnel, une récompense qui est certaine immédiatement est plus valable qu'une possible récompense future. Comprendre ceci revient à comprendre pourquoi une personne fume malgré elle sait que cela augmente les risques de cancer de ses poumons plus tard. Pourquoi une personne mange trop malgré elle sait que cela risque de la rendre obèse. C'est la récompense immédiate. Fumer peut tuer vraiment plus tard, mais pour le moment, il réduit le stress et satisfaire l'envie de la nicotine. Manger trop peut rendre obèse plus tard, mais maintenant, c'est appétissant dans le moment. Cependant, aller au gym maintenant, vous ne verrez les résultats qu'après des mois. Travaillez davantage maintenant, mais vous ne serez payé qu'un mois plus tard. La récompense est différente. Et le problème, c'est que nous le savons, mais nous n'agissons pas comme tel au moment décisif. Mais heureusement, il existe un moyen d'entraîner notre cerveau pour l'apprendre à supporter la récompense différée. Car la récompense différée donne davantage de gratification. Pour entraîner notre cerveau, nous devons travailler avec notre nature humaine, pas contre elle. Ce qui veut dire, il faut ajouter un peu de plaisir immédiat aux habitudes dont les récompenses sont à long terme. Et inversement, ajouter un peu de douleur aux habitudes qui n'ont pas de bénéfice à long terme. C'est la méthode du renforcement. James Clear nous donne quelques exemples. Vous pouvez créer un compte dans lequel vous ajoutez un montant fixe à chaque fois que vous faites la bonne chose que vous voulez faire ou éviter la mauvaise que vous ne voulez pas. S'il est difficile pour vous d'aller au gym, vous pouvez mettre $5 dans un compte à chaque fois que vous vous y rendez. Ou à chaque fois que vous avez complété un chapitre dans la langue que vous voulez apprendre, vous pouvez vous transférer $10. Si vous voulez perdre du poids, à chaque kilo perdu,
Vous pouvez vous offrir une séance de massage. C'est une stratégie payante. Vous vous accordez une récompense secondaire le temps que la récompense ultime arrive. Et d'un autre côté, sa récompense secondaire fonctionne comme une motivation dans le renforcement de la nouvelle identité que vous voulez créer. La récompense vous aide à commencer l'habitude, mais l'identité créée vous aide à maintenir cette habitude. Voilà comment on peut développer et mettre en place de bonnes habitudes positives et inversement, éliminer ce qui nous empêche de progresser. Pour faire un récapitulatif de tout ce que nous venons de voir, James Clear nous a présenté l'importance des petits changements et comment ils donnent des résultats remarquables au fil du temps, et les 4 lois de changement des habitudes. Dans la partie 1, nous avons vu que faire 1% mieux chaque jour et nous deviendrons 37 fois meilleurs après un an. Et inversement, 1% pire chaque jour, nous progressons vers 0. Dans la partie 2, nous avons vu comment nos habitudes définissent notre identité et vice-versa. Un changement effectif de nos habitudes implique également un changement de l'identité. Dans la partie 3, nous avons vu que notre cerveau crée des habitudes comme des solutions aux problèmes de tous les jours. Et toute habitude s'opère en 4 phases que sont le signal, l'envie, la réponse et la récompense. Ces 4 phases sont la base des 4 lois des habitudes développées par James. Partie 4. Les 4 lois des habitudes consistent à rendre le signal évident, rendre l'envie attrayante, rendre la réponse facile et rendre la récompense satisfaisante. Ces lois sont utiles pour instaurer de nouvelles habitudes positives, comme maintenir notre santé physique, développer des habitudes financières, etc. Faire l'inverse et nous rendre de mauvaises habitudes invisibles, non attrayantes, difficiles et insatisfaisantes. C'est tout pour cette séance. Nous prenons donc rendez-vous pour une prochaine fois. À bientôt.